Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre bulletin de nouvelles hebdomadaire Infothémis. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors cette semaine à Infothémis, nous avons la forêt, des projets locaux et le développement social au cœur des priorités des élus à la MRC. Le transport adapté et collectif du Témiscamingue a récemment dévoilé sa nouvelle planification stratégique. Les travaux de la Maison régionale d'hébergement en cancérologie débuteront avant l'été à Rouyn-Noranda. Un Rouyn-Norandien est le nouveau champion canadien junior de boxe. Une femme de la Sarre en vedette à la télé-réalité 5 gars pour moi de TVA. Et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres à 18 h chaque mercredi soir pour notre télé-bingo hebdomadaire. Le conseil de la MRC de Témiscamingue s'est réuni pour la séance mensuelle mercredi le 20 mars dernier. Un mémoire dans le cadre de la démarche de réflexion sur l'avenir de la forêt a été adopté par les élus, sachant qu'il s'agit d'un secteur économique crucial pour le Témiscamingue. Le mémoire souligne l'importance de la forêt pour le Témiscamingue et présente 5 recommandations en lien avec les réalités du territoire. Harmoniser le territoire des tables de gestion, intégrer des ressources avec le découpage des MRC. Lors de la mise en place des aires protégées, le gouvernement doit prévoir du financement pour leur mise en valeur et pour assurer les suivis. Les emplois ne doivent pas être sacrifiés et le milieu doit être considéré comme partie prenante de la décision finale. Augmenter le financement du réseau routier forestier, réfection et entretien des chemins multi-usages. Le droit de réglementer les coupes forestières ne devrait pas être retiré aux municipalités locales. Le gouvernement doit augmenter les subventions à l'aménagement forestier en forêt privée. La préfète Claire Bolduc a déclaré que la forêt publique et privée fait partie intégrante de notre territoire. 95 % de notre territoire est couvert de lacs et de forêts. La forêt est un élément essentiel de notre économie, soit 20 % des emplois, et de notre qualité de vie en plein air. Le territoire s'est d'ailleurs doté de 3 pôles d'excellence, dont l'un porte sur le tourisme nature-aventure. Pour le premier appel de projet 2024, le Conseil a approuvé le soutien financier du Fonds Région Ruralité pour 3 projets. La réfection de la descente de bateau à la pointe du Pin Rouge d'Anglier au montant de 20 763 $, l'aménagement du parc de la première rue à Notre-Dame-du-Nord au montant de 22 932 $, les rénovations de la Maison des jeunes du Témiscamingue, au montant de 30 000 $, conditionnement à l'obtention du soutien demandé au programme d'aide aux infrastructures jeunesse. Le ministère des Affaires municipales a mis en place le volet 4 soutien à la vitalisation et la coopération intermunicipale du Fonds Région Ruralité dès 2020. Diverses ententes intermunicipales ont bénéficié de cette enveloppe afin de favoriser la mise en commun de ressources et le développement d'expertise sur le territoire de la MRC de Témiscamingue. Puisque l'enveloppe est maintenant épuisée, le Conseil a appuyé la MRC de l'Érable dans sa demande de renflouement du Fonds Région Ruralité Volet 4 pour le soutien à la coopération intermunicipale. Le Conseil a autorisé la signature d'une entente sectorielle de développement en développement social pour l'Abitibi-Témiscamingue. Ce nouveau fonds se veut un levier permettant la réalisation d'initiatives structurantes favorisant l'amélioration de la santé, des conditions et de la qualité de vie de la population témiscabitibienne. Il a pour but de soutenir et d'accompagner les municipalités et les MRC de la région qui souhaitent réduire les inégalités sociales de santé sur leur territoire par la mise en œuvre d'actions qui favorisent le développement des communautés. La présente entente se veut complémentaire aux autres programmes et services existants. Elle permet de financer des initiatives visant notamment des groupes vulnérables en matière de logement social, de sécurité alimentaire, de services de proximité,
pour les saines habitudes de vie ou pour développer le sentiment d'appartenance. La prochaine rencontre du Conseil se tiendra le mercredi 17 avril prochain. Le Reflet, journal indépendant de la MRC du Témiscamingue, lancera en juin une boutique qui fera rayonner les produits régionaux. L'équipe du journal a réfléchi à son avenir et a décidé de diversifier ses activités avec ce nouveau commerce qui aura pignon sur rue à Ville-Marie. Au cours des étés précédents, des touristes s'arrêtaient régulièrement pour prendre des renseignements sur la région, ce qui a inspiré l'ajout d'une nouvelle vocation pour le Reflet. L'endroit proposera des livres d'auteurs régionaux, notamment de la maison d'édition témiscamienne Les Ailés, de même que des articles à l'effigie du Témiscamingue et de son slogan « Là où on vit », ainsi que différentes idées cadeaux. On retrouvera aussi sur les tablettes des produits gourmands qui témoigneront de l'association du journal Le Reflet avec la foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. Les deux organismes travailleront de concert à faire rayonner les producteurs agroalimentaires de la région. Le président de la foire gourmande, Bernard Flébus, souligne que la mission de la foire est de promouvoir les produits régionaux et grâce à cette nouvelle boutique, il sera possible de tout retrouver sous un même toit. Le transport adapté et collectif du Témiscamingue a récemment dévoilé sa nouvelle planification stratégique. Le plan vise à répondre aux besoins actuels et futurs de mobilité sur le territoire. À la suite de consultations avec plusieurs acteurs du milieu témiscamien, 4 axes majeurs d'intervention ont été identifiés. L'optimisation de la gouvernance et de la gestion, l'amélioration de l'offre de services en transport collectif et adapté, le renforcement de la promotion et de la communication et le développement de partenariats stratégiques. D'abord, le transport adapté et collectif du Témiscamingue souhaite s'assurer d'avoir une gestion saine et de faire en sorte que les élus municipaux se sentent impliqués dans la planification stratégique en transport de notre territoire au complet. L'organisation prévoit bonifier les offres de transport et travailler en partenariat avec les personnes qui utilisent ou qui aimeraient utiliser le transport. Une nouvelle campagne promotionnelle est prévue afin de mettre en lumière les options de transport déjà existantes et promouvoir les nouvelles options. Il est important de dire que ce n'est pas juste le transport adapté, mais le territoire au complet qui travaille à améliorer l'offre de services en transport. Anne Villeneuve, directrice générale du TACT, mentionne que l'organisation avait comme action de travailler au niveau du service d'autopartage. La municipalité de Moffett a déjà commencé son processus, son auto électrique est déjà arrivée, elle a embarqué dans un programme. Le TACT est aussi dans la création de lieux d'attente pour quand on prend du transport collectif et qu'on doit attendre le retour à la maison. Le gros axe qui sera travaillé cette année, c'est la promotion et la diffusion des services qui existent déjà sur notre territoire. Le 14 décembre 2022, les Nations unies proclamaient le 30 mars de chaque année comme étant la Journée internationale du zéro déchet. Il s'agit de l'occasion idéale de faire la promotion d'initiatives mises en place par des Témiscamiens et des Témiscamiennes. Il y a 8 ans, Chalène Bélanger-Julien entreprenait cette quête du zéro déchet. Après s'y être investie à fond, elle avoue avoir mis une croix sur certaines pratiques, dont l'achat en vrac, car elle se déplaçait jusqu'à Amos, ce qui est en fait contraire à l'effet recherché. Elle privilégie en revanche l'achat en grande quantité dont l'emballage est à son minimum. Elle a aussi délaissé les produits pour les cheveux comme les shampoings en barre qui ne lui permettaient pas d'obtenir une texture satisfaisante. Elle a cessé de fabriquer ses savons. Elle s'est rendue à l'évidence que les savons bio et faits maison, ça ne lave pas. L'arrivée des enfants a aussi chamboulé certaines pratiques. Par exemple, à la quantité de collations consommées dans une semaine, il lui arrive de lâcher prise et d'acheter des barres emballées individuellement.
Ce qu'elle a conservé de cette expérience, c'est l'élimination de la vaisselle jetable, d'essuie-tout et de papier d'emballage. Pour l'hygiène féminine, elle privilégie les coupelles menstruelles et les tissus lavables. La quantité de papier de toilette a aussi été réduite avec l'installation d'un bidet. Les enfants ont grandi avec les couches et les lingettes lavables. Pour ce qui est des bébés, le zéro déchet a vraiment toute sa place, parce qu'un bébé, ça fait énormément de déchets. Madame Bélanger-Julien croit qu'il est aussi important de mentionner les entreprises qui font un virage pour réduire leur quantité de déchets. À titre d'exemple, elle pense à la Gauloise qui utilise encore de la vaisselle lavable quand on mange sur place et dont les contenants pour apporter sont maintenant compostables. Un camionneur du Témiscamingue se dit davantage conscientisé par le zéro déchet depuis qu'il exerce son métier. Ce sont les horreurs observées dans les relais routiers qui l'ont amené à changer ses habitudes de consommation. Il mentionne, entre autres, les fonds de cours des truck stops qui ressemblent à des véritables dépotoirs. Il faut vraiment se stationner tout au fond pour constater la quantité désastreuse de vidange accumulée. Il déplore également tous les contenants à usage unique utilisés pour emballer le prêt à manger vendu dans ces arrêts routiers. Bien qu'il lui soit difficile d'éliminer complètement les déchets dans l'exercice de son métier, l'homme tente malgré tout de limiter son empreinte en apportant son repas dans des plats Tupperware en utilisant des sacs compostables pour ses déchets organiques, des bouteilles d'eau réutilisables, etc. Jamais il ne jette quoi que ce soit par la fenêtre. Avec regret, il remarque que cette pratique est encore très courante. Pour Jean-Clain Poitras, la protection de l'environnement est une lutte qu'il mène depuis toujours. Il composte depuis exactement 42 ans. À l'époque, il le faisait pour réduire les déchets dans les sites d'enfouissement. Aujourd'hui, c'est pour éviter le transport et le traitement de ces résidus. Ces bacs de récupération et de déchets ultimes ne sont mis au chemin que lorsqu'ils sont pleins, de sorte que le camion n'arrête qu'une fois aux 4 mois devant sa cour. Lorsqu'il se rend à l'écocentre de Fabre, il récupère tout ce qui peut lui être utile, par exemple du bois, des meubles, du métal, des blocs de ciment, de la peinture, etc. Maryse Barry, de son côté, ramasse différents items qui vont habituellement à la poubelle ou au recyclage. En 2018, elle a entendu parler d'une femme de Rouen qui ramassait des sacs de lait pour confectionner des matelas pour les itinérants. Madame Barry a commencé sa collecte. Depuis ce temps a pris fin, mais les sacs sont toujours ramassés et acheminés à New Liskeard où un groupe de femmes francophones s'adonne au même bénévolat. Ce sont plus de 3000 sacs de lait par année que Maryse Barry parvient à récupérer. Au fil des ans, elle a aussi élargi sa liste d'items. Entre autres, elle a amassé goupés, bouchons de plastique, canettes consignées et non consignées, attaches à pain, le tout profitant à différentes causes. Les gens de son entourage continuent de lui acheminer ces items. Les intéressés donc à déposer le tout au 41 rue Richard, sous l'abri d'auto, dans le bac vert et rouge. La version retravaillée du projet des 2 mini-centrales hydroélectriques que comptent construire les promoteurs de Nimiki au sud du Témiscamingue a été présentée le 21 mars dernier à la salle d'autorie de la ville de Témiscamingue. Environ 25 personnes y assistaient. Le projet de mini-centrale à Témiscamingue, avec une capacité de 10 MW, est maintenu sans toucher au débit du ruisseau Gordon. Les promoteurs abandonnent toutefois l'idée d'installer la deuxième mini-centrale dans la ville de Kipawa pour se concentrer sur un nouvel emplacement peu peuplé situé à 13 km au sud de l'Aniel, aux abords du parc national d'Opémican. Pour faire fonctionner l'ouvrage, il est prévu de détourner la moitié du débit de la rivière Kipawa à travers un nouvel exutoire. Plusieurs s'inquiètent du fait que le projet aura des impacts majeurs sur la rivière Kipawa et par le fait même sur le parc Opémican.
Le directeur de projet chez Énergie renouvelable Ominiki, Marc Morin, assure que des mesures seront prises pour avoir le moins d'impact possible. Les intervenants ont aussi soulevé des inquiétudes au sujet des impacts du projet sur la faune et la flore dans le secteur. Il a rappelé que le projet est au niveau préliminaire et qu'il faudrait s'attendre à plus de réponses lors de l'étude d'impact. Marc Morin a tenu à préciser que le projet va entraîner des répercussions, mais que des mesures seront prises pour les minimiser. L'autre inquiétude soulevée par l'assistance concerne la galerie souterraine de 3 km qui va acheminer l'eau du lac Kipawa vers la nouvelle mini-centrale aux abords de la rivière des Outaouais. Il est prévu qu'une section de ce tunnel passe par le parc national d'Opémican. Le directeur de projet chez Oninimiki, Marc Morin, a fait savoir que si la loi sur les parcs nationaux l'interdit, alors il sera très facile de passer à côté si ça pose un enjeu. Il y a également eu des questionnements au niveau des coûts du projet. M. Morin n'écarte pas la possibilité de voir le budget être modifié, car les budgets présentés ne sont pas tirés d'une analyse du projet comme tel, c'est basé sur des dollars par mégawatt installé sur des projets comparables. Les travaux de la maison d'hébergement en cancérologie commenceront d'ici juin à Rouyn-Noranda, même si la moitié des fonds nécessaires à la réalisation du projet n'ont pas encore été récoltés. La Fondation Santé a amassé 5 millions de dollars dans la dernière année, soit la moitié du budget requis. La campagne de financement Soigner chez nous se poursuit pour rassembler les sommes manquantes et permettre à la maison d'hébergement d'accueillir les patients du Centre régional de radio-oncologie à partir du printemps 2025. Stéphanie Tuot, directrice générale de la Fondation Santé Rouyn-Noranda, explique que dans la dernière année, les plans ont été faits, les usagers partenaires ont été consultés, l'entrepreneur général a été trouvé et le budget a été validé. La maison d'hébergement qui sera située au 10 rue du Terminus Ouest comptera 10 chambres pour loger les patients qui participent à des traitements contre le cancer. Actuellement, les patients de l'extérieur se retrouvent habituellement dans des hôtels aux frais de la Fondation. Un service de navette est à leur disposition. Caroline Roy, présidente directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, précise qu'avec l'étendue de notre territoire et avec les gens que nous accueillons de la Djémésie et des communautés CRI, c'était un incontournable de posséder une maison d'hébergement pour éviter les déplacements, pour offrir du soutien, du réconfort et de multiples services à proximité du centre de radio-oncologie. Outre les chambres, la maison d'hébergement devrait avoir un centre de bien-être avec des services de massothérapie et de bains thérapeutiques. Madame Tuot complète en mentionnant qu'elle travaille avec les organismes du milieu car ce sont eux qui vont offrir les services à même leur équipe. Sachez que si une élection se tenait en date d'aujourd'hui, la lutte se ferait à deux pour le comté de Rouyn-Noranda selon une projection basée sur des sondages. Émilise Lessard-Terrien du Parti Québec solidaire l'emporterait de justesse avec 33 % des votes, suivi du Parti québécois avec 31 %, du Parti Coalition Avenir Québec avec 24 %, du Parti conservateur avec 6 % et du Parti libéral avec 6 %. Québec octroie près de 45 millions de dollars à la ville de Rouyn-Noranda, notamment pour construire de nouveaux quartiers afin d'accueillir les résidents de la future zone tampon près de la fonderie Horn. Plus de 41 millions de dollars seront consacrés au déménagement des quelques 200 ménages de la future zone tampon. Québec avait pourtant promis 58 millions de dollars pour la création de la zone tampon lors du renouvellement de l'autorisation ministérielle en mars 2023, un montant jugé insuffisant par la ville de Rouyn-Noranda l'automne dernier. La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt,
promet que les millions de dollars manquants seront annoncés bientôt. Il y a 16 millions de dollars qui vont s'ajouter dans le programme directement pour les résidents qui seront déplacés. La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, mentionne que ces sommes étaient attendues. Elle ajoute qu'elle ne connaît pas encore le nombre exact de terrains qu'il faudra développer parce qu'on attend les détails des consultations. La Ville reçoit aussi 1,5 million de dollars pour son plan de valorisation. Il y a un an, le gouvernement du Québec avait promis d'investir plus de 88 millions de dollars dans le plan d'action gouvernemental pour soutenir Rouyn-Noranda. Un plan qui prévoyait la création de la zone tampon, mais aussi une série d'autres mesures comme la création d'un comité de vigie indépendant et d'un observatoire de recherche. Québec annonce l'ajout de 2 millions de dollars pour le développement durable de la ville, portant pour les investissements totaux à plus de 90 millions de dollars. La Ville de Rouyn-Noranda vise la réalisation d'un plan de valorisation de 350 millions de dollars sur 5 ans. Le Rouyn-Norandien Gabriel Ali Ndiadi est le nouveau champion canadien junior de boxe. À l'issue d'une finale âprement disputée, l'athlète de 17 ans a mis la main sur le titre chez les 63,5 kg. Interrogé après le combat, le nouveau champion ne réalise pas l'exploit qu'il vient d'accomplir. Lors de son premier combat, le Rouyn-Norandien a remporté par arrêt de l'arbitre au deuxième round. Le deuxième affrontement a été plus relevé face à l'Albertain Jacob Pagalin, mais les juges ont tous remis de cartes de pointage en faveur de Gabriel Ali Ndiaye. Finalement, l'ultime bagarre est aussi allée jusqu'à la limite cette fois face à un autre boxeur élite du Québec, Trevin Bartelus. Pour célébrer son nouveau titre, Gabriel s'est offert un bon repas au restaurant, entouré de sa famille, qui s'est déplacé jusqu'à Calgary où se tenait la compétition. Or, les célébrations seront de courte durée. Il a fêté avec son équipe. Il mentionne que cela fait un bout qu'il n'est pas allé à l'école, alors il doit reprendre les études. Le projet Horn 5 de ressources Falco à Rouyn-Noranda obtient l'autorisation de passer devant le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP. Le ministère de l'Environnement bloquait le projet depuis plusieurs mois en raison de la présence déjà trop importante de métaux dans l'air à Rouyn-Noranda. L'entreprise a obtenu un avis de recevabilité de leur étude d'impact de la part du ministre de l'Environnement, Benoît Charette. Cette décision signifie qu'une large consultation publique débutera au cours des prochaines semaines à Rouyn-Noranda pour se conclure avec les audiences du BAP. Ce fut un travail colossal qui a demandé des années d'études et avec des experts, avec la communauté. Le projet était bloqué puisque le ministère appliquait un règlement sur l'assainissement de l'atmosphère qui stipule qu'un projet ne peut être autorisé s'il est susceptible d'ajouter des contaminants dans l'air dont la concentration est déjà supérieure aux normes en vigueur. À Rouyn-Noranda, l'air ambiant dépasse déjà les normes d'arsenic, de barium, de cadmium, de cuivre, de nickel et de plomb. Les représentants de ressources Falco, la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda et la mairesse Diane Dallaire avaient tous réclamé publiquement que le ministre autorise l'entreprise à se présenter devant le BAP, jugeant que les émissions de la mine Horn 5 seraient faibles et auraient peu d'impact sur la communauté. Cependant, le dossier n'est pas encore réglé avec le ministère de l'Environnement. Les experts du ministère vont se positionner sur cette question en même temps que le BAP va faire son analyse auprès de la communauté. Une réponse est attendue vers la fin de l'année ou au début de 2025. La crise médiatique entourant la situation sur l'arsenic et la fonderie Horn a ralenti le processus d'analyse de l'étude d'impact. Il est encore possible d'ajuster le projet afin que ce soit un projet satisfaisant pour l'ensemble des parties prenantes. L'entreprise Produits forestiers Résolu annonce qu'elle suspend les opérations de sa série Comtois à Lebel-sur-Quévillon pour une période indéterminée.
Elle évoque le faible marché du bois et la hausse du coût de ses approvisionnements dans la foulée des feux de forêt de l'été dernier pour justifier sa décision. Les employés ont été informés de la décision. L'usine Comtois fonctionnait déjà avec seulement une de ces deux factions depuis octobre dernier. L'entreprise a procédé entre-temps à l'analyse des marchés du bois d'œuvre et des effets des feux de forêt de 2023 sur ses approvisionnements en forêt publique. Les garanties d'approvisionnement ont été réduites de tout près de 20 % par rapport à 2023. L'entreprise doit se déplacer vers des secteurs où, logiquement parlant, c'est plus coûteux de récupérer, de transporter le bois à la scierie et de le transformer. Résolu évoque aussi toute l'incertitude entourant les nouveaux calculs de possibilités forestières en lien avec les feux, mais aussi la stratégie de protection du caribou qui se fait toujours attendre. Cet arrêt temporaire affecte une cinquantaine d'employés, dont une quarantaine de syndiqués. Certains pourront être redirigés vers d'autres usines du groupe. Résolu exploite aussi des usines de sciage et de rabotage à Sainte-Terre. L'employeur s'est engagé à rencontrer chaque travailleur et travailleuse pour l'aider à se diriger vers un autre emploi. Résolu entend transformer le bois qui reste dans la cour de la scierie et croit en avoir suffisamment pour fonctionner encore une semaine. L'usine sera ensuite en arrêt temporaire. La nouvelle déçoit énormément le maire de Lebel-sur-Quivillon, Guy Lafrenière. Il aurait préféré que ça ne ferme pas du tout. Il espère que la fermeture est seulement temporaire. Guy Lafrenière rappelle que Comtois est un employeur important et c'est la dernière scierie à Lebel-sur-Quivillon et qu'elle approvisionne en copeaux de bois l'usine de pâte Nordic Craft située à 12 km. Fermée temporairement en avril 2020, l'usine de papier journal de Résolu à Amos n'a pas rouvert ses portes et aucun projet de relance n'a encore été évoqué. Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de 379 582 $ au collectif Territoire pour la revitalisation du lac Ossisco. Ciblé comme priorité dans le cadre de la relance économique de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, le projet Lac Ossisco vise à réhabiliter et à mettre en valeur l'écosystème de l'un des plus importants attraits de la ville de Rouyn-Noranda. L'initiative mise sur l'innovation collaborative et la participation de toute la communauté pour améliorer la santé du lac Ossisco et dynamiser l'expérience des citoyens et des touristes. Le projet, géré comme un laboratoire d'innovation territoriale, comporte différents volets: la réhabilitation environnementale, l'engagement communautaire et la mise en valeur. La contribution gouvernementale permettra au collectif Territoire de financer les travaux visant à trouver les meilleures solutions de réhabilitation et de mise en valeur, ainsi qu'à soutenir la mobilisation communautaire et la collaboration de nombreux partenaires du projet. Une Lassaroise a participé à la télé-réalité de rencontre 5 gars pour moi, qui a été diffusée sur les ondes de TVA vendredi le 29 mars à 21 h. Cynthia Roberge, 42 ans, designer d'intérieur, a tenté de trouver l'amour tout en demeurant en Abitibi-Ouest. Une recherchiste de l'émission l'a contactée il y a quelques mois pour lui signifier que son profil était intéressant et l'inciter à s'inscrire à la télé-réalité de rencontre narrée par la comédienne Anne-Élisabeth Bossé. Cynthia a finalement accepté de s'inscrire, mais avec des conditions. Elle se disait que tant qu'à vivre une nouvelle expérience, elle voulait que ses candidats viennent de l'extérieur, donc des grands centres comme Montréal, Laval, Gatineau. Pour elle, il était important que les gars soient prêts à déménager, à rencontrer une fille, peut-être tomber en amour et peut-être éventuellement déménager dans la région. Son choix s'est arrêté sur Hugo. Malgré tout, ils ne se sont pas revus après l'émission, mais Hugo est revenu en Abitibi pour s'acheter une voiture. Cynthia affirme qu'elle recommencerait l'expérience n'importe quand. Elle a dû oser se parler et se dire qu'elle ne vivra pas ça à toutes les années, car une occasion comme celle-ci se présente une fois dans une vie.
La fusion des diocèses d'Amos et de Rouyn-Noranda devrait avoir lieu en 2025. La réflexion entourant le fonctionnement du futur diocèse doit débuter à l'automne, mais de grandes orientations se dégagent déjà des consultations réalisées depuis 1 an. Le processus de création d'un nouveau diocèse s'est enclenché en 2023 avec la retraite de l'évêque d'Amos, Monseigneur Gilles Lemay. Depuis son successeur, Monseigneur Guy Boulanger, s'affaire à prendre connaissance du diocèse et à rencontrer les diocésains. Au cours de la dernière année, des consultations avec les diocésains et du personnel ont déjà permis de dégager de grandes orientations, comme le choix de la cathédrale et du siège épiscopal. La cathédrale, c'est celle d'Amos, évidemment, en raison de son caractère architectural et historique. Et celle de Rouyn-Noranda deviendrait co-cathédrale. Pour ce qui est du siège de l'évêque, il serait établi à Rouyn-Noranda. Sainte Thérèse d'Avila sera la patronne du futur diocèse et Saint Joseph sera patron secondaire. Le scénario actuel prévoit que des bureaux diocésains demeureront présents à Amos et à Rouyn-Noranda. Ils seront toutefois déplacés puisque le diocèse mettra les évêchés actuels en vente. L'évêché de Rouyn-Noranda est déjà en vente parce qu'on est en train de s'installer là près de la première cathédrale, dans le presbytère Saint-Michel, où de nouveaux bureaux sont présentement en construction. Il en va de même pour l'évêché d'Amos, en dépit de sa valeur patrimoniale, en dépit du règlement à venir dans l'action collective contre le diocèse d'Amos, la situation financière du futur diocèse ne devrait pas poser de problème. Le diocèse entend réaliser des économies d'échelle et faire des revenus avec la vente des 2 évêchés. Quant au personnel des 2 diocèses, il serait conservé dans son entier. La trentaine de prêtres actifs pourront, quant à eux, être déployés à la grandeur du nouveau territoire, qui compte 82 paroisses et près de 145 fidèles sur un territoire de plus de 775 000 km². L'avenir des paroisses de Chapais et de Chibougamau fera toutefois l'objet d'une réflexion. Elles pourraient rejoindre le diocèse de Chicoutimi. En raison du lien qu'elles ont avec le lac Saint-Jean, la question sur la table est de savoir si elles auraient plutôt avantage à être intégrées à ce diocèse. Monseigneur Boulanger explique qu'une réflexion sera menée avec les paroissiens pour voir à quel diocèse ils préfèrent appartenir. Lillian Fest de Lassar, qui devait avoir lieu en juin, est annulé, tout comme les éditions futures de l'événement. Une disparition qui crée un vide en Abitibi-Ouest pour les artistes de la scène punk, rock et heavy metal, selon des musiciens de la région. Des tensions entre des commanditaires et des artistes ont eu raison du festival, né à du Parquet en 2022. Porté par des bénévoles, le second Alien Fest s'est déroulé à Lassar et au début de l'été 2023. Depuis le début, l'Alien Fest se finance uniquement avec la commandite sans subvention. Plusieurs artistes de la scène alternative abitibienne s'y étaient réunis pour célébrer une musique rarement mise à l'avant-scène au cours d'événements grand public. Jean-Simon Lapierre, chanteur et guitariste du groupe lassarois White Road, admet qu'il avait envie que l'Alien Fest devienne plus gros. Avec des subventions, il aurait aimé que ça devienne pour Lassar l'équivalent de H2O à Amos ou de Cisco en lumière à Rouyn-Noranda. Le chanteur et guitariste de Backstabber, Christian Thériault, croit que la disparition du festival représente un revers pour la culture en Abitibi-Ouest. Les organisateurs ont remis leurs fonds de roulement en don à une cause qui leur tenait particulièrement à cœur dans le secteur de l'Abitibi-Ouest. Québec octroie une aide financière de près de 472 000 $ pour soutenir la réalisation des projets d'implantation ou d'expansion d'aménagement public et communautaire en Abitibi-Témiscamingue. L'aide financière est accordée dans le cadre du 4e appel de projet du volet 2 du programme d'aide à la mise en valeur du territoire public. Lancé en 2022, le programme de 24 millions de dollars sur 4 ans
a pour objectif d'améliorer la qualité de vie des milieux en région par des projets portés par des municipalités, des entreprises, des organismes et des communautés autochtones. La MRC de Témiscamingue obtient la part du lion pour 4 projets totalisant 343 559 $. Ils seront utilisés dans des secteurs de villégiature des lacs Gauvin et Robinson pour le prolongement de lignes de distribution d'électricité et pour la construction et l'amélioration de chemins multi-usages dans les secteurs du lac Rocher et du lac Gauvin. Enfin, la ville de Malartic obtient près de 128 000 $ en vue d'aménager un parc pour enfants. Abus de pouvoir, harcèlement, misogynie, c'est ce que dénoncent des membres de la communauté de Kitsisakik de la part de la majorité des élus du conseil de bande et du chef Régis Penozoué. 5 anciens chefs ainsi que la directrice générale Doris Papati ont demandé l'intervention urgente de la ministre fédérale des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hadjou, le 27 mars dernier au Parlement d'Ottawa. Une destitution immédiate du chef et le congédiement de la conseillère aux projets spéciaux ont été réclamés. Les 6 membres de la communauté Anishinaabe, dont la conseillère élue Catherine Anishinaabe-Peo, exigent aussi une enquête indépendante sur la gestion des finances du territoire. Il estime qu'un manque de transparence persiste au Conseil depuis les 2 derniers mandats du chef Penozoué. Le conseil de bande de Kitsisakik et le chef Régis Penozoué disent prendre acte de ce qui a été dit, mais ne souhaitent pas commenter la situation pour le moment. « 40 joueuses de soccer de l'école secondaire catholique Sainte-Marie de New Liskeard ont vécu une expérience hors du commun lors de la semaine de relâche du mois de mars. En effet, accompagnées de l'enseignant Alex Bain, de son épouse Ashley Bain, ainsi que des enseignantes Isabelle Piri et Karine Lachapelle, elles ont participé à un voyage culturel et pédagogique, en plus de prendre part à des entraînements dirigés par un entraîneur privé, Robert Gergeson, de l'OAU Soccer Academy. Alex Bain entraîne l'équipe féminine de soccer depuis 21 ans. Au camp de soccer, les filles ont pu développer les habiletés techniques et différents aspects du jeu, tout en s'amusant avec des joueuses locales. Aussi, lors de leur séjour, elles ont profité d'une journée à The Salvation Army Kroc Center, qui est un immense centre communautaire rassemblant de nombreuses installations sportives, dont un parc aquatique qui faisait partie des activités à l'horaire, mais aussi un terrain de soccer où quelques filles du groupe ont organisé une clinique d'entraînement pour des enfants venant de milieux défavorisés. Ce bénévolat a permis à ces élèves de Sainte-Marie d'accumuler des heures de service communautaire qui font partie des conditions d'obtention du diplôme d'études secondaires de l'Ontario. Outre le soccer, plusieurs activités étaient à l'horaire. Le groupe s'est rendu au Parc naturel national Diamond Head, où se trouve un immense cratère formé par une éruption explosive il y a quelques 300 000 ans. Il a aussi exploré le Koala Ranch, une réserve naturelle privée de 4000 acres où les films Jurassic Park ont été tournés. La visite de la base navale de Pearl Harbor faisait partie du voyage, de même que celle des petites communautés où les filles ont pu tremper quelques instants dans l'authenticité de la culture locale. La culture hawaïenne ressemble beaucoup à celle de nos Premières Nations au Canada. Les Hawaïens parlent beaucoup de nature et de vivre en équilibre avec elle. Et eux aussi ont vécu une sorte d'invasion quand les États-Unis en ont fait un État américain. Qui dit voyage dit activité de financement. Celles-ci se sont étalées sur une période de 2 ans sur une base volontaire. Le coût pour chacune des filles était d'environ 5 400 $, achats personnels non inclus. 3 commanditaires majeurs ont aussi contribué financièrement à ce voyage: Resource Tech Management Incorporé, Agrega et The Miller Group. Chercheurs, entrepreneurs, forestiers, spécialistes et propriétaires, tous étaient conviés pour faire part au gouvernement de leur constat sur l'état du domaine forestier au Québec.
Ainsi, l'un après l'autre, les intervenants, dont Marie-Ève Sigouin, présidente de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue, ou encore Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, se sont levés afin de prendre la parole et dénoncer les failles de la gestion forestière par le gouvernement du Québec. Le forestier en chef du Québec, Louis Pelletier, présent à l'événement, était en mode écoute. Des changements sont clairement à venir dans le milieu forestier au Québec, notamment au niveau de l'imputabilité, un mot qui est revenu souvent, et de la création d'un leadership stratégique pour mettre en action la vision des acteurs. Maintenant, une grande rencontre nationale est prévue pour le 11 avril prochain afin de faire le point sur les différents aspects qui ont été abordés lors des 12 consultations régionales qui ont eu lieu un peu partout à travers le Québec ces dernières semaines. Un rapport est attendu du ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour le mois de juin. Alors que 2/3 des Canadiens ont du mal à repérer les arnaques, Interact les outils pour faire face à la fraude. La nouvelle initiative Faire face à la fraude exploite les bases de la boxe pour permettre aux Canadiens de se défendre contre les escroqueries financières. Alors que l'accélération technologique du Canada offre plus d'opportunités aux fraudeurs de frapper, un récent sondage mené par Interact Corp a révélé que plus de 9 Canadiens sur 10, soit 91 %, ont été victimes de tentatives de fraude numérique au cours des 6 derniers mois. Malgré le fait que près de 7 Canadiens sur 10, soit 69 %, pensent être familiers avec les signes de fraude, seulement 36 % des répondants trouvent facile de repérer les tentatives d'escroquerie. Avec ce défi à l'esprit, Interact lance Faire face à la fraude, une nouvelle approche de l'éducation à la fraude. Alors que la fraude est devenue plus complexe et ses indicateurs moins évidents, la sensibilisation et l'éducation peuvent souvent être la première ligne de défense pour les Canadiens afin de rester vigilants dans la lutte contre les tactiques et les tentatives de fraude. Alors que l'accélération technologique a fait des Canadiens une cible plus fréquente de la fraude, l'éducation et la sensibilisation continue peuvent aider les individus à identifier rapidement et avec agilité la fraude et à déjouer les fraudeurs, a déclaré Joanna Schoenfeld, responsable de la gestion de la fraude chez Interact. Alors que la plupart des Canadiens font face à des tentatives courantes comme des textos ou des appels inattendus de numéros inconnus, des courriels suspects ou des textos concernant un colis ou un paquet qui n'a pas été commandé, le sondage d'Interact a révélé que les escroqueries financières continuent d'évoluer. Par exemple, près d'un Canadien sur 5, soit 18 %, a signalé avoir reçu des offres d'emploi frauduleuses de fausses entreprises. En conséquence de la fraude financière, les Canadiens ont perdu plus d'un demi-milliard de dollars à cause de la fraude l'an dernier seulement. Sachant que l'éducation est la première ligne de défense pour les consommateurs dans la prévention de la fraude, Interact recommande d'utiliser l'approche des 3 S lorsqu'on est confronté à des tentatives de fraude financière. Stopper, scruter et signaler. Stopper, tout comme la défense physique, implique de prendre un moment pour évaluer la situation et suivre ses instincts. La première étape consiste à s'arrêter et à réfléchir avant de répondre à des demandes inattendues d'informations personnelles. Scruter, de la même manière qu'un boxeur entraîné scrute son adversaire à la recherche de signes de tromperie, il est également sage de scruter et de rechercher des signes révélateurs d'escroquerie tels que des méthodes de communication anormales ou des offres qui semblent trop belles pour être vraies. Signaler. Enfin, de la même manière qu'une personne formée à l'autodéfense appelle à l'aide en cas de danger, il faut signaler la fraude ou l'activité suspecte aux autorités compétentes, y compris le Centre antifraude du Canada. En suivant l'approche des 3 S, les Canadiens peuvent renforcer les mesures préventives appropriées pour mieux se protéger. Pour plus de conseils de prévention de la fraude, rendez-vous sur interact.ca/face à la fraude pour en savoir plus.
L'Agence de la santé publique du Canada collabore avec ses partenaires provinciaux de la santé publique pour enquêter sur une éclosion d'infections à la salmonelle survenue dans 7 provinces, soit la Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec et Nouveau-Brunswick. D'après les résultats de l'enquête à ce jour, l'exposition à des geckos a été identifiée comme une source probable de l'épidémie. Un grand nombre de personnes malades ont déclaré avoir été en contact direct ou indirect avec des geckos ou avec les environnements où ces animaux sont gardés avant que leur maladie ne se déclare. Certaines personnes malades n'ont pas touché ou manipulé les geckos elles-mêmes, mais vivaient dans la maison où ils étaient gardés. Des salmonelles de la même souche ont été trouvées dans l'habitat d'un gecko provenant de la maison d'une personne malade. Pour prévenir la maladie, il est conseillé de pratiquer une bonne hygiène des mains, de se laver fréquemment les mains et de manipuler en toute sécurité les geckos et leur environnement. Ces conseils se fondent sur les résultats de cette enquête et sur les épidémies antérieures de salmonellose liées à des reptiles. Ces foyers soulignent le rôle important que les propriétaires de reptiles et les exploitants d'entreprises peuvent jouer dans la prévention de nouvelles maladies liées à ces types d'animaux de compagnie. En date du 22 mars 2024, 35 cas confirmés de salmonellose ont été signalés dans le cadre de cette éclosion, dont 8 au Québec. Les personnes sont tombées malades entre mars 2020 et janvier 2024. 5 personnes ont été hospitalisées. Aucun décès n'a été signalé. Les personnes qui sont tombées malades sont âgées de 0 à 84 ans. Plus de la moitié des cas, soit 66 %, sont des femmes. L'enquête collaborative sur l'épidémie a été lancée en mars 2024 en raison d'une augmentation du nombre de cas de salmonellose signalés dans plusieurs administrations à travers le Canada. À l'aide d'une méthode de laboratoire appelée séquençage du génome entier, il a été déterminé que certaines maladies dues à la salmonelle remontant à 2020 étaient causées par la même souche que les maladies survenues en 2024. Les symptômes se manifestent de 6 à 72 heures après l'exposition à la bactérie Salmonella et durent 4 à 7 jours. Par les symptômes possibles, on y compte la fièvre, les frissons, les nausées, les vomissements, la diarrhée, les maux de tête et les crampes abdominales. Les personnes infectées par la bactérie peuvent la transmettre à d'autres personnes plusieurs jours ou plusieurs semaines après avoir été infectées, même si elles ne présentent pas de symptômes. La salmonella peut se propager par contact de personne à personne et par les surfaces contaminées. Cette infection peut également entraîner une maladie grave et une hospitalisation. Pour avoir plus d'informations, consultez le site de l'Agence de la santé publique du Canada. Deux parents, deux villes différentes et une garde partagée. Combien de temps le séjour doit-il durer chez l'un et chez l'autre? Des décisions difficiles qui demandent de l'organisation et qui diffèrent d'une situation à l'autre. La garde partagée est parfois un casse-tête pour les parents qui habitent dans la même ville. La distance représente un défi supplémentaire. La Cour d'appel du Québec accepte dans une récente décision que des parents séparés se partagent la garde de leur jeune fille, même si plus de 650 km les séparent. C'est ce qui force aujourd'hui la petite Stella, non fictif, née en 2021, à parcourir plus de 1000 km presque tous les mois. 2 fois par mois, la petite Stella est reconduite chez sa maman. L'enfant avait 2 ans lorsqu'un jugement décidait de la façon dont ses parents, qui vivent dans 2 régions différentes, doivent se partager la garde. Une formule de partage du temps parental par laquelle l'enfant séjournera 2 semaines sur 5 avec son père, bien qu'imparfaite, apparaît préférable en l'espèce en ce qu'elle concilie à la fois l'intérêt de l'enfant à une relation stable avec sa mère et son milieu familial maternel, indique la décision de la Cour d'appel publiée le 1er décembre 2023. L'histoire ne révèle pas dans quelle région du Québec habitent les parents de Stella, mais des avocats de l'Abitibi-Témiscamingue confirment qu'il ne s'agit pas d'une situation unique.
Radio-Canada recense un cas similaire dans la région où deux adultes se rencontrent chaque semaine dans la réserve phonique La Vérandrie pour que l'enfant passe du temps avec l'autre parent. Les conditions routières peuvent compliquer les rendez-vous entre les parents. À Val-d'Or, les enfants dans la même situation que Stella sont rares, mais pas au point d'être absents du radar de maître Sylvie Gourde. L'avocate qui œuvre principalement en droit de la famille traite entre 3 et 5 dossiers similaires par année. Souvent, les parents se séparent alors que l'un d'eux vient d'une autre région. Lors d'une séparation, le parent peut décider de retourner dans sa région natale pour être entouré de son réseau familial. Ces arrangements pris au cas par cas sont habituellement de courte durée et finissent par voler en éclats lorsque l'enfant commence l'école. C'est à ce moment que la Cour supérieure octroie la garde exclusive à l'un des parents, à moins que l'un d'eux consente à déménager près de l'autre. Le but, c'est de permettre à l'enfant de maintenir autant que possible le lien d'attachement et la relation interpersonnelle avec chacun de ses parents et de passer avec eux le plus de temps possible avant de débuter l'école. À Rouyn-Noranda, maître Michel-Étienne Parère croit que nombreux sont les parents qui se partagent leur enfant de moins de 5 ans entre les différentes villes de la région. Il décrit comme relativement courant les cas de garde partagés entre des villes comme Rouyn-Noranda et Val-d'Or ou encore Lassar et Amos. Quand ils ont moins de 5 ans, il peut arriver qu'un enfant fréquente 2 garderies. C'est quand même particulier et ce n'est pas fréquent non plus. Des parents peuvent aussi s'entendre pour garder leur enfant pendant une année complète avant de le remettre à l'autre. Ça peut être fait quand les 2 parents sont d'accord. Des arrangements sont souvent trouvés pour les parents qui ne détiennent pas la garde de leur enfant durant l'année scolaire. Ils peuvent, par exemple, obtenir la plupart des congés et avoir plus de temps l'été pour essayer de se rapprocher du modèle de la garde partagée. Dans le cas de la petite Stella, sa mère réclamait la garde exclusive, tandis que son père réclamait une garde partagée aux 2 semaines. Appelée à se prononcer, la Cour supérieure a plutôt ordonné à la jeune fille de changer de maison et de région chaque semaine. La Cour d'appel a ensuite modifié cette décision, estimant qu'il était déraisonnable de lui commander une telle fréquence. Avec égard, dans ce cas-ci, imposer à l'enfant de 2 ans de voyager 7 heures en automobile chaque semaine pour parcourir la distance de quelques 650 km n'est pas raisonnable eu égard à l'intérêt de celle-ci, évalué à la lumière des facteurs pertinents et de l'ensemble de la preuve dans le dossier, conclut le jugement d'appel. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Ici Lorraine McLean qui vous remercie d'avoir été là. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'Infotémis. Au revoir.